toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, journaliste, animatrice de l'émission culturelle et littéraire. Un petit clic en plus sur Canal+, autrice de romans avec Laissez-nous la nuit, Les paradis gagnés chez Grasset ou encore Wonderland, sorti chez Albin Michel. Pauline Clavière vient nous voir aujourd'hui pour son nouveau roman intitulé Spécimen aux éditions Grasset et d'ores et déjà en préparation à l'écran. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Pauline Clavière. Bonjour Cyrielle, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de décortiquer avec vous, comme je vous le disais avant l'antenne, cet ouvrage dans un instant. Mais puisque l'ADN de cette émission est celui-ci, on va tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, en démarrant évidemment par le début, toujours le début. Pauline Clavière, je crois savoir que vous êtes née un 30 décembre dans les années 80 à Nîmes. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Idyllique. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis née dans un petit village en fait qui s'appelle Générac, un petit village au sud de Nîmes, entre Nîmes et Arles, aux frontières de la Camargue. J'ai été une enfant très aimée. Voilà, j'ai vécu au milieu des chevaux, au milieu d'un paysage sublime, avec une sœur que j'adore. Enfin, j'ai vraiment eu j'ai de très beaux souvenirs d'enfance. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que votre grand-père Jean était très important pour vous ? Ah, bien sûr. Je l'ai longuement évoqué dans mon précédent roman, qui est Wunderland. Jean, c'est le papa de ma maman. C'est un Auvergnat, lui, un paysan, un fermier du Cantal, et qui avait une personnalité hors norme. Qui a évidemment vécu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que je raconte, donc il a dû faire face à de grandes difficultés dans sa vie, et voilà, il a connu la guerre, la résistance, des choses pas faciles, mais qui a insufflé, et je crois que ça on l'a gardé, ma mère et moi, une espèce d'énergie très très qui pousse fort et longtemps, quoi. Il y a une espèce d'appétit de vivre, voilà, qu'on a en partage. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? Assez poussée par une force vitale assez durable. Je dirais que, bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes épreuves, mais qu'il y a quelque chose, je me laisse facilement emporter par la vie, par les réjouissances. Je crois que c'est quelque chose d'assez naturel pour moi de me réjouir de ce qui m'arrive quand c'est positif, quoi, évidemment. Vous écrivez une phrase qui m'a interrogée dans votre ouvrage qu'on va évoquer évidemment dans un instant, qui s'intitule Spécimen, roman sorti aux éditions Grasset. Pauline Clavière, vous dites « Grandir, est-ce que ce n'est pas toujours faire de la place au monstre en soi ?» Et je me suis demandé si cette phrase, c'était pas vraiment la phrase du livre finalement, et comment vous juxtaposeriez peut-être cette phrase avec vous ou ce que vous observez autour de vous. Il me semble qu'en grandissant, tous les traits ou les petites, les choses qui font notre tempérament, notre personnalité s'accroissent avec le temps, et que on a le choix, bien évidemment, d'en faire quelque chose ou non, de lutter contre ou de, au contraire, le développer. Et c'est toute la question de Spécimen, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces tentations, de ces potentiels qui sont un peu dans les tréfonds de notre âme. Comment on deal avec ça, et je dirais que quand je parle de monstruosité, c'est évidemment à des degrés divers, mais on a tous à se battre avec quelque chose qui nous résiste, quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on voudrait ne pas voir exister en nous, de la peur, de l'envie, de la crainte, toutes ces choses qui font les êtres humains, mais contre lesquels parfois on se bat et auxquels parfois on cède. On va écouter une petite chanson. Cette chanson, on va l'évoquer évidemment, Pauline Clavière, mais d'une part et peut-être encore aujourd'hui, est-ce que vous estimez, pour une raison qui vous appartient, être une survivante, et d'autre part, est-ce que dans votre vie, cette chanson est importante ? Parce que vous l'évoquez dans ce livre, et je me suis dit, quand on parle d'une chanson comme ça, elle a forcément un rôle dans notre vie. Bien sûr, merci déjà. Merci de me la refaire écouter. C'est une chanson, j'ai jamais arrêté depuis que je l'ai entendue pour la première fois de l'écouter. Elle accompagne toute ma vie, elle m'accompagne encore, et elle fait toujours le même effet, je le dis dans le roman. Il y a quelque chose de l'ordre organique, quand je l'entends, et puis ce début, et puis ce cri. I'm a Survivor, il y a
Alors bien sûr, là encore, à des degrés divers, quoi. Mais bien sûr que dans ma vie, il y a des moments où je me suis dit, tiens, t'es passé à travers ça, enfin, pas au travers, mais en tout cas, t'as réussi à le dépasser. C'est bien. Peut-être pas d'un point de vue aussi radical qu'on pourrait l'entendre, voilà, dans des cas très graves. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on est tous un peu des survivants. Il y a plein de choses contre lesquelles on lutte, encore une fois, des choses qui nous blessent, qui nous heurtent dans nos chairs, dans nos âmes, des traumatismes qu'on traîne. Et je pense qu'arriver à l'âge adulte en étant encore heureux d'être là, avec l'envie de partager, je pense que cette chanson, elle a sa place dans beaucoup d'existences, quoi. Dans votre livre, cette chanson est importante pour une autre raison, pour une personne en particulier. Alors évidemment, vous n'allez pas tout me dire, et c'est le but, Pauline Clavière, mais ça m'amène forcément à vous demander si dans votre enfance, peut-être dans votre vie, s'il y a réellement eu une Laura. Bien sûr. Alors, pas avec l'issue qu'on connaît dans le livre, dont on ne dira rien de ce plot twist. Mais en revanche, Laura, je me suis beaucoup inspirée de mon amie d'enfance, qui est vraiment une bénédiction dans ma vie, que j'ai connue, j'avais 6 mois, elle avait 2 ans, et on est restés jusqu'à aujourd'hui vraiment très proches. Et il est vrai que je me suis projetée dans cette amitié pour écrire, parce que tout ce qui la touche me touche. Cette confusion-là, quand on est enfant, peut-être vous l'avez vécu vous aussi dans les amitiés, voilà, oui. C'est tellement... on a du mal à se dissocier quand on est enfant, et l'amitié, c'est un espèce de personnage hybride où on forme qu'un, quoi. Voilà. Et cette chose-là m'a habité longtemps, et quand il s'agit d'elle, continue de m'habiter. Moi, j'ai réellement connu une Laura. Okay. Et j'ai pensé à cette Laura en lisant votre livre-là. Donc voilà, je voulais forcément vous poser cette question. On va détailler pour nos auditeurs dans un instant, mais dans la progression, vous allez faire vos classes au lycée Emmanuel d'Alzon à Nîmes, avant d'obtenir un master en relations internationales et journalisme à Sciences Po Aix-en-Provence. D'ailleurs, vous l'évoquez, Aix-en-Provence, dans votre livre. Vous démarrez votre carrière par un stage en marketing et communication chez Roche à Madrid. Ah ouais. Puis vous allez changer de braquet. Vous savez tout. Et vous dirigez vers le journalisme, Pauline Clavière. Pourquoi ce choix ? Je crois que très vite, je me suis rendue à l'évidence. Moi, je suis restée tardivement, et ça, il faut le dire pour toute la jeunesse qui nous écoute, mais je savais pas du tout quoi faire de moi, quoi, vraiment. Et je le dis à un moment, quand j'ai trouvé mon strapontin dans un coin de ce monde, j'étais là vraiment heureuse, et c'est avec l'écriture. Mais avant ça, j'ai longtemps erré, ne sachant trop où me positionner, et c'est vrai que voilà, par relation, je me suis retrouvée à faire un stage, mais qui n'avait absolument rien à voir avec mes désirs, en fait, qui était un moyen d'aller vivre à Madrid cette année de césure de Sciences Po. Mais jusque-là, j'étais complètement paumée, donc j'ai classé des fiches par ordre alphabétique de noms espagnols, c'est vous dire, parce que vous savez qu'ils en ont plusieurs. Donc ça a duré très longtemps, mais voilà, rien de très... Pour le coup, ça ne me correspondait pas, et c'est en l'occurrence, pendant cette année à Madrid, que je me suis dit, là, il faut vraiment que tu te bouges pour faire des choses qui t'intéressent. Et j'ai dégoté un stage chez France Bleu Gare Lozère. Et j'ai commencé comme ça ma carrière de journaliste, à la radio d'ailleurs. Vous allez rester un petit longtemps à France Bleu, pendant 1 an et demi, je crois savoir, avant de devenir stagiaire à BFM TV. Puis vous devenez journaliste pigiste chez Cali Productions, et sur le 19h45 d'M6. D'ailleurs, je vous aurais vu très bien le présenter, petite parenthèse, je ne sais pas si c'était dans les tuyaux. Ça m'a été proposé en tout cas, voilà, je ne l'ai pas souvent dit, mais c'est vrai qu'il a été question à un moment que je fasse ça. Mais pareil, vous devenez finalement journaliste rédactrice pour la matinale d'RMC Découverte, avant de retourner à BFM TV, où vous allez rester plus de 13 ans. C'est peut-être l'école qui vous a le plus appris. J'ai adoré. En fait, chez BFM, ce qui a été extraordinaire, ça remonte maintenant, mais j'ai fait la rencontre d'une femme que j'adore, qui s'appelle Candice Mahout, qui m'a accueillie avec une grande bienveillance. J'étais une jeune fille avec plein d'envie, qui arrivait de son village, qui avait envie de faire, mais qui était parfois un peu désordonnée, un peu brouillonne, un peu trop en demande. Et elle a très bien su comprendre ça, m'aider à en faire quelque chose. Et voilà. Mais mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance, a été vraiment jalonné d'hommes et de femmes comme ça qui m'ont tendu la main. De belles rencontres qui vous ont tendu la main. Elle était au pôle culture à l'époque ? Oui, tout à fait, Candice, mais je crois qu'elle y est encore. Elle est sur TF1 maintenant, je crois. Ah d'accord, oui, c'est ça. Ah oui, elle est sur Bonjour. Ouais, avec Bruce Toussaint. Avec Bruce. Elle y est restée évidemment très longtemps. Dans le même temps, vous devenez journaliste pour Europe 1 avec votre émission, une émission que je trouve formidable, et je tenais à ce qu'on en parle. Je voulais savoir surtout si c'était votre idée. Je rêve, donc je suis, de 9h à 10h le dimanche. Ça a démarré l'été ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette émission, alors je l'ai pensée un peu en me disant, bon, j'en ferai rien. Et en fait, j'étais allée le présenter à plusieurs radios, et Europe 1 à l'époque, c'était Nadia Milosevic et Emmanuel Perrault qui
qui m'ont accueillie et je trouvais ça génial parce que je me disais une émission autour de la nuit, des rêves, aller chercher les gens sur des choses intimes comme ça va jamais le faire. Et en fait, ils m'ont donné ma chance et ça a été vraiment un été merveilleux. Moi, j'ai adoré faire cette émission. Écoutez, je savais que vous alliez parler de Nadia Milosevic, que j'embrasse par ailleurs. Ce concept, je le trouve tout à fait formidable. Une personnalité qui se raconte à travers ses rêves, un entretien où les songes et l'imaginaire éclairent une œuvre et une vie. Je me suis dit qu'il fallait peut-être en refaire quelque chose. C'est tout à fait personnel comme sentiment, Pauline Clavière. En parallèle, vous proposez une immersion à la rencontre de découvertes historiques dans une autre émission qui s'intitule Visite privée avec Stéphane Bern sur France 2. Puis vous devenez chroniqueuse pour Célébdo d'Ali Badou avec la séquence Retour vers le futur où vous éclairez encore une fois l'actualité d'aujourd'hui avec celle d'hier. Et puis il y a 5 ans, vous apparaissez dans le groupe Canal+, notamment aux côtés de Mouloud Achour dans Click, ce qui vous a permis de prendre votre envol avec une émission qui vous appartient, culturelle et littéraire et plus encore, qui s'intitule Un petit clic en plus, un petit extrait. Bonsoir à tous, vous regardez Un petit clic en plus, le guide de Click pour vous aider à vous y retrouver entre toutes les plateformes et tout ce qui se clique, séries, films, documentaires, livres, jeux vidéo, podcasts et musique. À la fin, vous saurez enfin sur quoi cliquer. Voilà, concept tout à fait inédit, tout à fait, j'ai envie de dire, d'actualité, comme vous l'avez dit. Parlez-nous de cette émission qui concentre, je crois, beaucoup de vos goûts culturels. Ah oui, bien sûr. Après, on a une rédaction extraordinaire chez Première Fois, avec une rédactrice en chef, Fabienne Gauthier, que j'adore, un co-auteur, Philippe, qui est génial aussi, très marrant, qui bosse depuis longtemps comme auteur. Et mes livres, bien sûr, moi je pourrais parler de livres. Je fais ça depuis le début sur Canal, c'était même la raison de ma venue. Je venais présenter en fait chez Mouloud dans Click mon premier roman, Laissez-nous la nuit. Et il m'a proposé cette chose-là. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on me faisait confiance pour mener déjà ma chronique et après mon émission, Play Livre. Et ça a été très libérateur pour moi. Et ça m'a aussi responsabilisée vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des auditeurs, des téléspectateurs. Et je trouve que c'est une expérience formidable. Moi, encore une fois, pouvoir parler de livres. Là, il s'agissait de faire le portrait des invités en 3 livres. Et c'était vraiment à chaque fois un casse-tête. Parfois, il y avait des trucs... Mais j'ai pris un plaisir immense à faire ça. Et encore aujourd'hui, un petit clic en plus, le concept est un peu différent, mais on parle des émissions, surtout des films, des séries qu'on aime. Et des livres, évidemment, 3 livres par semaine à la télévision. Ça, c'est pas, il n'y en a pas énormément, donc je trouve que c'est important de garder du livre à la télé, hormis la grande librairie et de belles émissions comme ça. Mais je suis très contente de faire ça, effectivement. C'est très jouissif chaque semaine de les retrouver. C'est un format qui vous va vraiment très bien, Pauline Clavière, je voulais vous le dire. Vous parlez de livres, vous êtes aussi auteur, vous l'avez évoqué, après Laissez-nous la nuit sur la prison et la chute sociale, sa suite avec Les paradis gagnés sur la prison et la reconstruction chez Grasset, puis Wonderland chez Albin Michel qui traitait les communautés, les secrets et les blessures historiques que vous avez également évoquées tout à l'heure. Vous venez nous voir pour votre nouveau roman Spécimen aux éditions Grasset. On va l'évoquer dans toute sa longueur, mais c'est aussi l'occasion de dire que vos ouvrages sont aussi très plébiscités par l'écrivain Maxime Chatham. Alors, quelle relation vous avez et qu'a-t-il dit sur ce livre-là ? Aucune relation sous-entendue. Non. En fait, moi, j'ai rencontré Maxime Chatham par le biais de Wunderland. Je connaissais évidemment par ses nombreux romans et son succès. Mais j'ai été surprise un jour qu'il m'écrive. Il m'a écrit littéralement une lettre. Il l'a déjà dit, donc je ne m'en cache plus. Mais pour me dire qu'il avait adoré Wunderland, mon précédent roman. Donc, il expliquait les raisons de pourquoi il l'avait aimé. Et j'ai été très touchée, évidemment, quand on est un auteur de son envergure, c'est toujours flatteur pour un jeune auteur et surtout c'est rassérénant, quoi. Moi, ça m'a donné beaucoup de courage, c'est ce que je lui ai dit, c'est encourageant parce que c'est un métier qui est fastidieux, qui est solitaire, et quand on a le retour de ses pairs, c'est quelque chose qui compte. Bien sûr. Donc, bien sûr des lecteurs, mais des pairs aussi. Et Maxime, je lui ai demandé si il accepterait de lire la première version de Spécimen et il a accepté. Donc j'ai eu la chance d'être régulier par lui sur ce roman-là. Donc c'est une grande chance pour moi, vraiment. Il dit il y a des romans qu'on lit et d'autres comme celui-ci qu'on dévore. Rarement la fin d'un roman m'aura à ce point surpris et donné l'envie immédiate de relire. Il indique qu'on se souviendra très souvent de ce roman et de sa fin car c'est du grand art. Il a bien raison, Pauline Clavière. On retrouvera d'ailleurs ce livre sur grand écran. Un petit mot avant de décortiquer avec vous. Alors,
ça, c'est quand même une aventure assez folle. C'est que le livre n'était pas paru, mais que j'ai une agente extraordinaire qui s'appelle Susanna Lee et qui a vendu les droits aux États-Unis, enfin un groupe, un producteur brésilien qui s'appelle Rodrigo Teixeira, qui a fait notamment Call Me By Your Name et Je suis toujours là, le sublime film sur la dictature brésilienne, et qui a lu le texte dans sa première version, ses équipes, et qui l'ont acheté, qui l'ont aimé. Donc voilà, ce texte est en développement. Donc c'est la première fois pour moi, donc c'est très émouvant. Même parfois quand j'en parle, je me dis bon, c'est tellement abstrait que j'y crois pas tellement. Mais c'est merveilleux, bien sûr, c'est merveilleux. L'histoire, ce livre alors, il est question de 2 histoires qui s'entrecroisent, où le passé et le présent se mélangent, 2 disparitions, avec pour fil rouge cette narratrice qui est prise au dépourvu lorsqu'une assistante maternelle, celle qui s'occupe de son fils Mina, lui demande ce qu'elle pense du carnet intime de son fils Raphaël, mais aussi avec des procès-verbaux à lire. Il a disparu sans raison, sauf que cette raison va se dévoiler au fur et à mesure des pages pour faire revivre un vieux démon à cette narratrice. Est-ce que c'est bien expliqué, Pauline Clavière ? C'est extrêmement bien expliqué. Pourtant, le pitch, cher Cyrielle, il n'est pas évident. Même moi, je peine, donc je vous félicite parce que c'est tortueux. Effectivement, il y a plusieurs entrées dans ce roman, donc bravo. Écoutez, il y a plusieurs entrées et 2 histoires qui commencent à se répondre, c'est ce qu'on comprend. On va d'abord, à mon sens, en tant que lectrice, interroger d'abord sur Raphaël. Quel genre de jeune homme est-il ? Est-il réel ? Qui faut-il être pour écrire une chose pareille ? L'écriture, elle est soignée, la calligraphie appliquée, très bien écrite, bien sûr. Tout cela rend le texte plus dérangeant encore, comme si finalement ce Raphaël savait qu'il serait lu, qu'il attendait quelqu'un. De là, on va s'interroger au fur et à mesure sur qui est-il quand on va apprendre à le connaître au travers aussi de ses procès-verbaux. Est-ce qu'il est une victime ? Est-ce qu'il est un monstre ? On va se prendre d'une part peut-être d'affection pour lui, s'identifier à lui et tantôt peut-être le détester selon la position où on a envie de se trouver. Mais on se pose surtout une grande question sur l'époque dans laquelle nous vivons. À savoir que nous entendons de plus en plus parler de la violence chez les enfants, puisqu'il est question de ça ici. Est-ce qu'il est né comme ça ? Est-ce que c'est la société qui l'a fabriqué ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça ? C'est un petit peu la question sous-jacente dans ce livre-là, je crois. La réponse finale, spoiler, je ne l'ai pas. Mais malgré tout, je crois que si. C'est vrai. Bien sûr, et quand je dis à la fin, il existe des millions de spécimens à travers le monde, c'est qu'on n'est pas face à quelque chose d'isolé. Je crois que Raphaël, le premier tort, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est de penser qu'il serait un marginal, que ce serait quelqu'un qui est différent de nous, qui ne mérite pas le statut d'être humain, d'où le titre du livre, spécimen, c'est-à-dire vraiment, il fait partie de nous intrinsèquement, c'est-à-dire nous sommes une communauté humaine avec ses déviants, ses criminels, il y a tout dans la nature humaine, il faut le savoir. Mais le considérer comme un marginal, ce serait une erreur, à mon avis, immense, parce que justement, c'est ce que raconte ce livre. Ce garçon, criminel potentiel, criminel aussi, on avance dans le récit, je ne vais pas tout dire, mais voilà, il y a beaucoup de possibilités avec le destin de ce jeune homme, il est encore jeune. Quelle est la part du fantasme autour de lui ? Qu'est-ce qu'on projette sur lui de nos peurs collectives ? Le docteur qui est intervenu dans le roman, qui est le docteur Albardier, qui m'a été d'une aide précieuse, que j'aime beaucoup et pour qui j'ai un immense respect, raconte justement qu'effectivement, lui, en consultation, reçoit beaucoup de ces gens-là, et que c'est un phénomène en expansion, c'est-à-dire que pour les faits qui lui sont reprochés, on parle de pédocriminalité, on avait l'habitude d'avoir un archétype du monstre social en impair, voilà. Et qu'aujourd'hui, un phénomène se présente avec les réseaux sociaux qui est le suivant. Les pédocriminels sont de plus en plus jeunes, comme les masculinistes, donc voilà, on est face à des individus qui ont été façonnés par de la violence en ligne, par des comportements clairement tordus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse ? Comment on va lutter contre ? Il me semble que le professeur Albardier amène pas mal de réponses déjà. Il y a des choses à faire. Bien sûr, il y a la justice. Elle est nécessaire, ô combien indispensable. Mais il y a aussi effectivement la dimension collective, accepter de se poser ces questions-là, quoi.
Je crois que c'est lui qui vous dit à un moment donné que souvent, pendant longtemps, on a jeté l'opprobre sur ce qui était extra-familial, ce qui était à l'extérieur, mais on ne pointait pas du doigt ce qui se passait dans les familles, dans les cas d'inceste ou voilà, les cas de pédocriminalité au sein de la famille. Avant d'aller plus loin, Pauline Clavière, et parce que je ne veux pas dire de bêtises et je veux être sûre de savoir jusqu'où on va aller ensemble, comment et à partir de quoi est né ce livre ? Il est né d'un faisceau d'indices, en fait, j'ai envie de dire, comme à chaque fois. La première, c'est que moi, je suis maman depuis 4 ans et qu'effectivement, je pense que la naissance de mon fils a considérablement changé ma vision du monde, mes craintes, tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, et que à mes craintes propres sont venues s'ajouter toutes les autres, celles d'une mère, et je pense qu'on a beaucoup ça en partage avec de nombreux parents, et que lorsqu'on dépose notre enfant chez la nourrice ou voilà, chez une gardienne ou un gardien le matin, tout ça peut jaillir d'un seul coup au mieux. Après, la journée suit son cours, mais il y a toujours ce truc de et si, voilà. Et puis, effectivement, comme vous l'avez justement dit, aujourd'hui, on est abreuvé de discours et de récits sur l'inceste, la maltraitance, voilà, chez les enfants aussi. Donc, il y a ces choses-là. Et il y a aussi la rencontre avec, pas un Raphaël, mais quelqu'un qui était en tout cas embêté par la justice pour des faits assez semblables et que j'ai que j'ai connu par connaissance interposée, et son cas m'a complètement bouleversée. Voilà. Ça ne pouvait être que dans la réalité, Pauline Clavière, parce que quand on lit votre livre, on sent qu'il y a forcément un faisceau d'indices qui amène à une réalité, comme si vous aviez rajouté de la fiction, mais sur quelque chose qui est forcément une base réelle. De toute façon, ça ne peut être que le cas, puisqu'on entend, et vous l'avez évoqué de plus en plus, des informations nous parlant de la pédocriminalité qui continue d'empirer. Et vous écrivez notamment « Spécimen est né d'une réalité muette, une entaille dans mon quotidien. C'est dans cette plaie que le livre s'est logé, inspiré notamment de plusieurs affaires de violences entre adolescents qui ont marqué la France et l'Europe ces dernières années. Vous parlez aussi notamment du cas Estelle Mouzin, qui ne peut qu'avoir marqué votre enfance aussi. À l'époque, vous étiez toute jeune et en capacité de vous souvenir de ce visage qui nous a marqué pour être de la même génération. C'est un livre qui parle de beaucoup de sujets, la violence entre adolescents, les traumatismes d'enfance, la responsabilité des parents, la peur qu'un enfant puisse devenir dangereux. Et vous dites dans votre livre, il est dit qu'on donne les clés à nos enfants, mais on n'est pas responsable de ce qu'ils en font ensuite. Sauf que le roman montre aussi comment la société peut produire ses propres monstres, souvent parce que les adultes ont fermé les yeux. C'est ça. En tout cas, ce dont je me suis rendu compte en écrivant, c'est à quel point il y avait une co-construction de ça. Et c'est ce que dit la narratrice à un moment. Elle dit dans quelle mesure ce n'est pas nous, nos regards, nos mots, les choses que l'on a posées sur lui trop tôt, trop vite, qui ont alimenté la bête en lui, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse vraiment, parce que fait-on de tout ça, de tous ces a priori? Bien sûr qu'il y a un moment où il faut juger, où la société doit le faire, isoler, protéger, voilà. Mais attention aussi, sans doute, à tout ce qu'on met en œuvre de préjugés, à ce qu'on reproduit. Et justement, le docteur Albardier, là-dessus, est nécessaire dans le texte, parce qu'il dit, vous savez, longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a créé un pédocriminel sur mesure, quoi, en tailleur. C'est-à-dire, on s'est dit, il ressemble à ça, il ne fait pas partie de la famille. Et là, on est en train de se rendre compte, là, depuis quelques années, 2-3 ans, qu'en fait, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un enfant lui-même. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre du tabou ultime qui est en train de tomber, et j'avais envie de me poser ces questions-là. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Pauline Clavière pour son nouveau roman Spécimen aux éditions Grasset. Dans un instant, on poursuit également avec la chronique musique de Fabien Martin, le billet du jour d'Adèle Salomon et le portrait de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, aucun blessé n'a été signalé à Jérusalem après la 5e salve de missiles iraniens depuis minuit. Les équipes de secours examinent les zones touchées sans savoir si les impacts proviennent de missiles directs, de sous-munitions ou de fragments après interception.
L'armée israélienne lance une opération terrestre ciblée dans le sud du Liban. Ces actions visent à détruire des bases et infrastructures du Hezbollah et améliorer la sécurité des habitants du nord d'Israël. Après une frappe aérienne, Tsahal a trouvé un dépôt contenant des dizaines de roquettes, des explosifs et des armes à feu dans le sud du Liban. Pendant l'opération, 2 combattants du Hezbollah ont été tués. Parallèlement, des discussions directes entre Israël et le Liban prévues récemment ont été reportées. L'objectif serait d'obtenir le plus d'avantages militaires possible avant la fin du conflit avec l'Iran. Des émissaires du Conseil de paix dirigé par Donald Trump ont rencontré ce week-end au Caire des représentants du Hamas. L'objectif, maintenir le cessez-le-feu à Gaza, fragilisé par la guerre en cours contre l'Iran. Le Hamas aurait demandé à Téhéran et à ses alliés d'attaquer Israël sur plusieurs fronts au Moyen-Orient. Le groupe terroriste aurait envoyé 2 lettres au nouveau dirigeant iranien Mojtaba Khamenei. Une lettre officielle concernant la guerre en cours et une lettre secrète beaucoup plus directe et offensive. Le Hamas affirme refuser de limiter ses capacités militaires. Le groupe terroriste évoque une coordination avec les alliés de l'Iran appelée Axe de la résistance, notamment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et des groupes armés en Irak. L'Iran qui a demandé à l'Inde de libérer 3 pétroliers saisis en février près des eaux indiennes. Ces navires liés à l'Iran avaient été interceptés par New Delhi pour avoir dissimulé leur identité et effectué des transferts de cargaison illégaux. Une pratique visant à contourner les sanctions internationales. Téhéran cherche désormais à obtenir leur libération dans le cadre de négociations plus larges sur la sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz. Enfin, des graffitis antisémites ont été découverts à New York avec des messages appelant à tuer les juifs. Et merci beaucoup Nina, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Pauline Clavière et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invitée aujourd'hui, Pauline Clavière, pour son nouveau roman Spécimen, sorti aux éditions Grasset. Évidemment, nous avons parlé de ce roman, Pauline, mais j'ai envie de vous poser cette question qui est: quel est le message que l'on doit retenir de ce livre sans forcément vouloir dévoiler la fin? Qu'il n'y a pas de monstre. Qu'il n'y a pas de monstre, qu'il n'y a que des spécimens, c'est-à-dire... c'est encore une fois, voilà, je pense que la chose la plus grosse erreur, ce serait de considérer que ceux qui ont des déviances, même aussi dégoûtantes nous paraissent-elles, même aussi rebutantes, quoi qu'on ait envie d'en faire, d'en dire, de rejeter, de mettre au banc, toujours continuer de se poser cette question-là de qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Je pense que, et c'est ce qui avait... été aussi très bien expliqué par Hannah Arendt. Il y a un moment où on ne peut pas faire l'impasse de l'analyse, en fait, de la compréhension et de l'empathie, même avec les pires, peut-être, spécimens de l'espèce. C'est-à-dire, ça reste des êtres humains, ils font partie de notre humanité, il faut les considérer et écouter. Voilà ce qu'ont à dire, en tout cas, les spécialistes d'eux. Pas que du fait divers, pas que du news, pas que des jugements hâtifs et des préjugés. Il va y avoir un événement mené par Jacques Pradel le vendredi 27 mars prochain qui parlera notamment avec des experts, des spécialistes des plus grandes affaires criminelles et de faits divers. J'aimerais vous y convier, en tout cas sur cet événement-là. Je suis sûre que vous y porterez une grande attention parce que ça va être un événement assez important. Vous terminez votre livre en disant « Merci à ceux qui m'ont fait confiance malgré la honte, la souffrance et la culpabilité ». Est-ce que cela laisse entendre que vous avez rencontré, et sans vouloir être mal poli, ces spécimens? Mais l'inverse aurait été impossible, je crois. C'est précisément parce que je suis allée là, à ce contact-là, que j'ai pu écrire ce livre. Et je pense que c'est quelque chose qui va me rester longtemps. C'était pas une écriture très agréable ni facile, mais je pense que sans ça, j'aurais pas écrit le livre que j'ai écrit. J'ai senti une telle détresse, une telle intensité. Il y a parfois des jeunes gens, en l'occurrence, je parle aussi du forum Fil Santé Jeunes, ils sont âgés entre 11 et 16 ans, quoi, et qui se débattent avec des choses
qui serait proprement inhumain de les laisser se débattre tout seuls avec ça, quoi. Et d'ailleurs, s'ils veulent en parler, s'ils le placent sur l'endroit public, c'est que précisément ils demandent de l'aide, quoi. Donc moi, c'est ça qui me touchait et c'est aussi ce que je voulais évoquer. C'est ça. Pauline Clavière, vous êtes dans une intrigue implacable qui nous conduit dans un Marseille intime et inquiétant. Je crois savoir que vous habitez Marseille avec votre compagnon et votre fils. D'ailleurs, vous leur faites un clin d'œil. Dans ce livre, il est question d'eux ici aussi. C'est aussi le cas de votre narratrice, qui est d'ailleurs auteure dans ce livre, qui devient obsédée par cette histoire, qui passe aussi par Aix-en-Provence, comme vous l'avez fait durant vos études. Il est difficile de ne pas voir à quel point vous avez souffert en écrivant ce livre, puisque vous l'évoquez notamment à tel point cela semble difficile. Il y a beaucoup de vous dans ce livre et peut-être pour la première fois, Pauline Clavière. Je ne sais pas. À ce point, peut-être, ouais. Je répondais aussi ce matin, j'y ai réfléchi, du coup, parce qu'on m'a posé une question dans ce sens-là. Et c'est-à-dire que quand même, Laissez-nous la nuit dans la prison relevait déjà de quelques craintes d'enfermement. Il y avait des choses très personnelles. Mais là, disons qu'effectivement, c'est la première fois que la projection est aussi explicite dans mon environnement, ma famille. Et puis surtout sur le côté organique aussi de la crainte, des peurs. Voilà, il y a quelque chose qui colle tout à fait. Et puis de l'obsession, des tocs, des obsessions. Voilà, il y a beaucoup de tout ce qui m'a constitué jusque-là, quoi. Ces 38 années d'existence. Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de moi. Pour terminer, Pauline, dans tous vos romans, vous traitez de personnes fragilisées par la société, j'ai la sensation. Est-ce que vous diriez que cela va rester votre ADN ? Alors, j'en sais rien. J'imagine qu'on se dit ça un peu a posteriori, mais que ce qui déclenche l'écriture, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui me touche, mais qui en même temps, je ne comprends pas tout à fait. Mais je sens qu'on a des choses à se dire. Et avec Raphaël, on avait des choses à se dire, comme avec Yann, comme avec mon grand-père. Voilà. Donc, c'est en tout cas ce qui motive mon écriture. Pauline Clavière, vous aimez la culture, vous aimez l'écriture, vous aimez aussi la musique, c'est évident. Fabien Martin nous en parle tout de suite. Radio J. Bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle, bonjour Pauline Clavière. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Pareil. Merci. D'autant plus ravi que j'ai moi aussi, figurez-vous, un spécimen à vous présenter. Un exemplaire unique, une star à sa manière qui œuvre pour les autres dans l'ombre et qui a justement décidé d'en sortir. Voici donc Vincent Tégère, la star des batteurs, le batteur des stars. Ça fait plus de 20 ans qu'il affole les scènes nationales et internationales, les studios d'enregistrement de son talent et de son humour sans vergogne. Son CV est impressionnant, aussi long qu'un rouleau de la Torah. Voilà, ça par exemple, c'est une blague signée Vincent Tégère. Moi, vous pensez bien, jamais j'aurais osé dire un truc pareil. Être un spécimen, ça se mérite, c'est un métier. Si vous entendez des titres de Justice, de Clara Luciani, Souchon, Mélissa Lavo, Raphaël, Juliette Armanet, Fabien Martin et j'en passe, dites-vous bien qu'il y ait de fortes chances que vous entendiez aussi la paire de Baguette de Vincent Tégère. Mais ça ne suffit jamais, vous savez, alors aujourd'hui, accompagné de son orchestre jazz Kamasutra, eh oui, Tégère se fait aussi chanteur et nous sort un omni, un objet musical non identifiable au nom de Hockey Crooner. Ok boomer, ok crooner, c'est bon, tout le monde là. On continue. Pourquoi pas faire du saxophone comme ça, tout seul devant nos téléphones. Ok, on pourrait faire une sax step. Voilà, on pourrait faire une sax step avec un sax friend, par exemple, un piano à queue, un afterbeat. Oh, il a le jeu de mots qui frétille, Vincent, c'est normal, c'est bientôt le printemps. Donc, comme avec ce titre qui ouvre l'album Sax Addict, ou encore Tinder Surprise, ou encore Igor Stravesti. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en présence d'un nouveau Bobby Lapointe qui se serait égaré dans le studio de R ? On serait tenté de répondre par un grand oui, mais ce serait aller un peu vite en besogne. Et oublier que monsieur est un premier prix de conservatoire de Paris et qu'il connaît son Beethoven sur le bout de la langue. Eh oui,
Cyrielle, vous l'avez reconnu, c'est bien la 5e de Beethoven. J'aime trop. Ouais, matrixé à la sauce Tony Allen, un autre batteur, pour en faire un mafé improvisé sur le boulevard de la Chapelle. Vincent Tégère, c'est une force tendre, une énergie au service de la finesse, un mec du 7-7 qui a réussi à séduire l'intelligentsia parisienne sans jamais faire d'autres efforts que celui d'être lui-même. Présence hors norme, barbe de 3 ans. Le langage de Tégère, c'est aussi un corps, un look qui n'a rien demandé à personne. Et en attendant qu'il y ait un film sur lui, le gars se fait son petit cinéma et remplit nos écrans intérieurs nuits avec ce titre très 7e art qui emprunte autant à François Sagan qu'à Richie Sakamoto, voire aux musiques des téléfilms qu'on regardait en cachette le dimanche soir sur M6. Amoureuse du saxophoniste, elle le suivait partout dans la rue comme un fantôme. Alors ce serait trop facile de dire que sa musique fait des œillades à Flavien Berger ou Sébastien Tellier, donc je ne vais pas le faire. Parce que Vincent Tégère, c'est bien plus que ça, c'est des textes à double tiroir. C'est un goténaire au platine en train de balancer du champagne par-dessus bord à des poissons ravis de nager dans du ruinard. Mais qui dit star dit étoile, qui dit étoile dit soleil, notre soleil. Et justement, l'un des titres phares de l'album s'appelle « Notre soleil est mort ». Vincent Tégère est quant à lui plus vivant que jamais. Son album s'appelle Hockey Crooner et il est disponible partout. L'album, hein, pas Vincent. Merci beaucoup Fabien Martin. Je me suis demandé si c'était pas un peu le fils spirituel de Laurent Voulzy et Martin Rappeneau aussi. Vous en pensez quoi? Ouais, alors vraiment en plus dégingandé, en plus barbu et un peu en plus rock'n'roll quand même. Oui, je le connais. Merci. Vincent Tégère, merci beaucoup Fabien Martin. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Pauline Clavière. Bonjour Adèle. Hop là. Pauline Clavière, vous êtes ici pour nous parler de votre nouveau roman Spécimen. Je ne le spoilerai pas, de toute façon je ne l'ai pas lu. Mais j'ai compris qu'il y avait une histoire de carnet appartenant au fils de la nourrice dans lequel il y avait des choses terribles. Je pense que c'est assez mal résumé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a écrit dans le dit carnet car je suis assez nulle pour anticiper les choses dans les œuvres de fiction et dans la vraie vie. À chaque fois que ça se termine avec un garçon, la veille, j'expliquais à ma meilleure pote qu'avec lui, c'est différent, qu'il est vraiment bienveillant, qu'il se projette, qu'il veut construire quelque chose avec moi. Oui, il veut construire quelque chose, juste pas avec moi. Et je ne fais pas partie de ces gens supérieurement intelligents qui, au milieu d'un film à suspense, te disent j'ai tout compris. Je pense qu'en fait, le type est fou et qu'il invente tout ce qui se passe. Oui, on a le droit de spoiler Shutter Island 15 ans plus tard. Même en voyant la fin de certains films, je suis pas toujours sûre d'avoir tout pigé. J'ai dû revoir plusieurs fois Le Marsupilami pour être vraiment sûre qu'il y avait rien à comprendre. Mais revenons-en à ce fameux carnet. Pour moi, c'est un petit peu ma hantise que quelqu'un tombe sur un carnet comme ça. Je suis retombée il y a quelques semaines sur mon journal intime, fermé à double tour et donc ouvrable avec une allumette. Je pense que les gens qui ont fabriqué ces cadenas sont les mêmes que ceux qui gèrent la sécurité du Louvre. Tout est très gênant, dans le fond comme dans la forme. À chaque page, il y a un cœur avec écrit « Julien m'a ramassé mon effaceur en me souriant. Je pense qu'il est amoureux de moi. » Oh, déjà, j'interprétais vachement bien les signaux des garçons. Ou bien des choses genre « Mes parents ne veulent pas que j'aille à la boum d'Amélie. Je les déteste. Je vais fuguer. » Voilà. Le truc le plus wild que j'ai fait à l'adolescence, c'est écrire sur ma trousse au Tipex « Je refuse un monde où l'avenir ne serait pas la sœur du rêve. » Bravo. Je vous laisse méditer. Et ensuite, je me suis dit que ce qui serait vraiment bien pire, c'est si quelqu'un tombait sur mon journal intime actuel, à savoir mon historique ChatGPT. Bon, voilà. Globalement, mes dernières demandes, c'est « Peut-on mourir après avoir mangé des sardines périmées ? Est-ce grave si je suis fière de ne pas avoir bu tous les soirs cette semaine ? S'il ne m'a pas écrit depuis 5 jours, est-ce que c'est parce qu'il a peur de ses sentiments ou juste il en a rien à foutre ? L'autre jour, je lui ai envoyé une photo de moi en lui disant « Tu trouves pas que j'ai du duvet en ce moment ?» Il m'a répondu « Du duvet, non, mais je peux analyser d'où vient ta poussée d'acné. » Oh non. Ouais, bon, alors, on a une relation toxique avec ChatGPT. Le truc perso dont
dont j'ai le plus honte en ce moment, c'est mon algorithme Instagram. Depuis quelques jours, il n'y a que des vidéos de fruits et de légumes qui me grondent et qui se trompent les uns les autres. J'ai l'histoire d'une banane qui sort avec une poire mais qui la trompe avec un ananas. Je suis la seule ou pas? C'est terrifiant. Je connais pas. C'est assez effrayant. Ça va arriver d'ici une semaine. J'ai un algorithme un peu avant-gardiste. Ah, c'est ça. Et voilà. Et moi, je me délecte de ça le soir au lieu de lire des livres salués par la critique. Ah bah c'est terrifiant, mais je pense pas que mes carnets perso fassent une bonne intrigue sur plus de 500 pages. Alors que vous... L'histoire des légumes, il y a un truc. L'histoire des légumes, il y a un truc. Je vais bosser dessus. Alors que vous, Pauline Clavière, votre force est de réussir à tenir en haleine le lecteur et de l'embarquer avec vous jusqu'à la dernière ligne. Enfin, si j'en crois le synopsis et les critiques dithyrambiques de tous vos livres. Mais rassurez-vous, je vais lire Spécimen, car j'ai entendu dire qu'il allait être adapté en film. Et s'il y a bien un truc que j'aime plus que les histoires de tromperie entre une pomme et un ananas, c'est de pouvoir aller au cinéma et de dire « ouais, pas mal, enfin j'ai préféré le livre ». Et puis comme ça, au moins, je serai sûre d'avoir vraiment compris la fin. Alors merci Pauline Clavière de me donner une future opportunité de briller. Et bravo pour Spécimen, promis, je cliquerai dessus avant qu'il soit adapté. Merci Adèle. Merci beaucoup Adèle Salomon pour cette chronique. Merci On se dit à la beaucoup. semaine prochaine sur Radio J. L'introspection. Pauline Clavière, j'aimerais vous lire quelques répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou tout au mieux une anecdote d'émotion. La première. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. C'est une citation que j'ai recueillie dans un film qui s'intitule Marcel et Monsieur Pagnol. J'adore. J'adore parce que déjà, Marcel Pagnol, c'est toute mon enfance. C'est les premiers livres que j'ai aimés. Bon, en bonne sudiste, on lit ça. Et Alphonse Daudet. Je pense pas que, à Paris, vous lisiez beaucoup Alphonse Daudet. Mais voilà, ça me touche beaucoup. Et évidemment que l'écrivain, l'auteur, c'est toujours quelqu'un qui essaie de faire durer l'enfance, je crois. On est dans un espèce de monde parallèle où l'imaginaire prend beaucoup de place. Et maintenant que j'ai un fils, je me rends compte à quel point ils sont tout le temps dans leur monde, les enfants. Et je crois de plus en plus qu'écrire, c'est se maintenir de manière un peu artificielle, certes, mais dans un monde d'enfance. La vie, ce n'est pas ce que tu vois dans les films. La vie, c'est plus difficile. C'est Alfredo, joué par Philippe Noiret dans Cinéma Paradiso. Je sais pas si c'est plus difficile. Dans les films, on voit des choses atroces. Là, je viens de voir Sirat, par exemple. J'ai été hyper choquée. Donc, non, je pense que parfois la vie, ça dépend de comment on est capable d'affronter les choses, de ce qu'on traverse évidemment. Mais je crois pas que la vie soit si difficile. Ce qui est difficile, c'est d'être soi dedans, quoi. Dans Emily in Paris, une phrase, c'est quand on est loin de la personne qu'on aime qu'on apprend beaucoup de choses sur soi. Alors ça voudrait dire qu'effectivement, l'autre nous permet de focaliser toute notre attention sur lui ou elle et que du coup, on s'intéresse moins, les peurs remontent moins, elles prennent moins de place. Oui, effectivement, je crois que les gens qu'on aime sont quand même un sacré catalyseur. Les compagnons, les amis, les enfants, c'est vrai que l'attention portée sur eux soulage, je trouve. Une autre phrase à présent de Christian Clavier dans Jamais sans mon psy. L'amour, c'est la rencontre de deux névroses. Ouais, c'est sûr. Et alors en plus, quand elles se tolèrent l'une l'autre et qu'elles arrivent à se comprendre, alors là, c'est la folie. Une dernière à présent. Dieu aime les fins heureuses. Si c'est pas heureux, c'est que c'est pas la fin. Sans doute. Oui, l'optimiste en moi dirait oui. Après, pareil, heureux, c'est quoi? C'est une façon de regarder les choses, il me semble. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent paraître très tristes et qui portent en elles une forme de joie, j'imagine. Donc, j'aurais pas de réponse radicale à cette chose-là. Il me semble que c'est plutôt un regard porté, la joie. Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie ou une citation, un mantra qui vous accompagne, Pauline Clavière? Il y a un poème de Peter Handke que j'adore qui s'appelle « Va par les villages ». Je vais pas tenter de le dire exactement parce que ce serait pas bon, mais en substance qui dit en gros va par les villages, visite, méprise le succès, ne crois pas que les défaites sont la fin de ton chemin. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là qui me plaît beaucoup et j'avoue que ça j'y suis assez sensible. Ouais. Pauline, c'est votre portrait sur Radio J.
Le portrait psychologique. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richomme aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Pauline, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Les rencontres de névrose, ça peut bien se passer. En psychologie, on parle de la théorie des groupes. Et puis quand on prend un élément, on parle de l'échantillon. Mais quand on n'a pas un groupe ou une catégorie, on parle de spécimen. Alors on est content de vous recevoir. Parce que vous ne faites pas partie d'un groupe. Et que nous, on a cette chance de vous rencontrer. Alors, vous êtes née à Nîmes, vous êtes une enfant du Sud. Ça se voit dans votre sourire. Merci. Avec cette enfance idyllique, dans un petit village très aimé, avec les chevaux. Et une sœur qu'on adore. Et puis cet appétit de vivre. Et ce grand-père. Qui marque un petit peu cette énergie. Parce que cette énergie vitale, cette force que vous avez. Et cette force qui emporte la vie. Ou qui fait que la vie est emportée. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire de soi. On fait ses études et puis on tombe à la radio, on tombe à la télé et l'écriture. Et l'écriture, vous venez juste de le dire, c'est pour faire durer cette enfance. Alors on peut le comprendre puisqu'elle était joyeuse, idyllique et qu'elle était très très bien. Mais elle a un double rapport avec vous, cette écriture. C'est que elle vous permet de garder cette enfance, mais elle vous permet aussi de gérer certaines difficultés, certaines frustrations, certaines douleurs. Alors, vous savez que Freud, il avait introduit le triptyque ça, moi et le surmoi. Et pour vous, j'essaie de trouver une métaphore. C'est la vitrine, le miroir et la voix intérieure. La vitrine, parce que c'est ce que les autres voient de nous, ou ce que nous voyons des autres. Ça veut dire la nature humaine. Vous êtes une femme curieuse. Vous êtes dans l'analyse des comportements. Et puis, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est ce que notre société met de préjugés et de ce qu'elle reproduit. Donc ça, c'est la vitrine. C'est ce que la société et ce que nous voyons. Il y a le miroir. Le miroir, c'est notre question identitaire. Ça veut dire qui sommes-nous, notre histoire, notre personnalité, comment on évolue, ce regard des autres. Et comme vous l'avez dit, nos peurs, nos obsessions. Et puis il y a le troisième volet qui est la singularité humaine, la voix intérieure. Et là, on touche quelque chose de plus profond que vous avez dit dans cette émission. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une part de monstre en nous? Et comment on deal avec cela? Et en fait, c'est quelque chose à travers ce livre et à travers cette émission qui vous intéresse. Et qui vous a intéressé, ça veut dire, est-on victime? Est-on un monstre? Et le monstre en soi, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est marginal? Est-ce qu'on est du coup un spécimen? Est-ce qu'on est humain ou pas humain? Et qu'est-ce qu'on fait de ces criminels? Et sont-ils de l'espèce humaine? Alors vous répondez à ces questions, mais vous êtes dans l'analyse de ces comportements. C'est là où on rejoint un petit peu la psychologie, c'est que on essaie de comprendre. Ça ne veut pas dire accepter ou pardonner, mais comprendre les mécanismes qui produisent certaines personnes à faire certains actes. Et c'est ce qu'on appelle ces pulsions de mort. Ces pulsions de mort, ça veut dire la capacité à se détruire ou à détruire les autres, qui est contraire à la pulsion de vie, qui est celle justement de renaître ou de vivre. Et là, on retrouve la boucle de votre enfance, ça veut dire cette enfance où j'écris parce que je veux garder mon enfance. C'est un enfant, vous nous l'avez dit, avec votre propre enfant. Ils vivent dans le présent, ils vivent dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on vieillit et qu'on a des pulsions de mort? Alors, vous intéressez à l'autre, parce que ça permet aussi de mieux gérer nos propres peurs. Alors sur Radio J, on a appris de vous aujourd'hui que vous rêvez, donc vous êtes, et que vous êtes un survivant. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous êtes intrigué par les corps, par les comportements humains, par leurs mécanismes, mais vous montrez votre empathie, votre sensibilité, même au pire de nous-mêmes, que vous êtes capable d'aller rechercher et de comprendre. Et puis, la réponse, c'est que nous sommes tous humains. Et que écrire vous permet de maintenir nos peurs. Alors, je finirai par Jung qui disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est. Et de s'accepter. Alors, certains spécimens inquiètent par leur parcours, d'autres par leur personnalité. En tout cas, avec vous, on a été intrigués par les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. À jeudi Christian. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
C'est la fin de cette émission avec vous, Pauline Clavière. On termine avec une chanson que vous aimez beaucoup. Oui. Vous êtes venue nous voir pour votre nouveau roman Spécimen, sorti aux éditions Grasset. Ce roman que j'offre à Christian Reichaume, à qui je l'ai promis sans révéler la fin. Et on n'a pas pu évidemment étayer sur le sujet qui termine la fin, sinon on aurait tout dit. Mais il y avait encore beaucoup de choses à dire sur ce livre très dense. Merci beaucoup. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez, Pauline Clavière. Merci. Merci Radio J, merci Cyrielle, merci à vous, merci à tous. À très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la réalisation audio et vidéo, Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Pascal Bruckner pour son nouveau roman de Mère Inconnue sorti aux éditions Grasset. Je travaille pour les éditions Grasset cette semaine, sachez-le. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Israti. Et ce sera dans un instant le journal sur Radio J. À demain.